Bonsoir à tous. Alors déjà, un grand merci d'avoir répondu, d'avoir été si réactif. Je pense que dans l'histoire de l'association, c'est une grande première. Vous avez raflé toutes les places en moins de 15 jours. Donc vous êtes quand même 320. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre soutien et de votre présence. Et donc ce soir, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Catherine Dureuil-Bourrachot et Marc Bouiron, deux docteurs en archéologie de renom, pas des moindres, puisque Marc est directeur scientifique de l'INRAP. Donc l'INRAP, c'est l'Institut national d'archéologie, de recherche archéologique préventive. Je savais que ça allait. Et Catherine est chargée de la qualité de la production scientifique au sein de ce même institut. Donc ce sont deux personnes qui travaillent sur l'histoire de Marseille depuis l'Antiquité jusqu'à la période médiévale depuis très longtemps, qui ont une expertise confirmée donc, et qui nous font donc l'honneur d'intervenir ce soir. Donc véritablement, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de notre association. Donc une histoire de Marseille. On est donc parti sur une intervention d'1 heure. À ce terme, pour les gens qui ne connaissent pas, pour qui c'est la première conférence, au terme de cette heure, on vous laissera la parole pour poser des questions. Il y a des micros qui circuleront dans la salle. Et juste, donc, on est parti pour à peu près 1h30 d'intervention totale. Et juste un petit point information, puisque vous êtes plusieurs à l'avoir demandé. Le prochain Café Histoire, ce sera le 9 avril. On ouvrira la billetterie début mars. Et ça apportera sur l'histoire des hôpitaux à Marseille depuis le XVIIe jusqu'au XXe siècle. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est mon domaine de prédilection. Donc en l'occurrence, c'est moi qui l'animerai ce soir-là. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole aux intervenants. Bien, nous attaquons donc directement le sujet, le sujet de l'histoire de Marseille médiévale. Je vous présente d'abord ce plan qui reprend le plan actuel. Donc vous avez les îlots actuels, vous les reconnaissez, autour du Vieux-Port, avec toute la zone qui est au nord du Vieux-Port, la zone de la mairie en particulier, donc dans cette partie-là. La Canebière, le Cours-Belzunce, la Porte d'Aix, etc. et le boulevard des Dames, qui constituent à peu de choses près, vous voyez, la délimitation de la ville médiévale, donc qui était entre, en gros, la Porte d'Aix et puis le Fort Saint-Jean actuel. Cette ville, elle a beaucoup évolué, mais finalement assez peu depuis l'Antiquité. Le périmètre est à peu de choses près celui de la ville antique, de la ville romaine en tout cas, et vous en avez ici une représentation au Moyen-Âge. On est en 1348, au moment où les villes se réunifient. Je vais vous réexpliquer ça. Et donc, c'est une maquette qui a été faite pour montrer un petit peu ce que pouvait être la cité à cette époque-là, avec une ville enclose, évidemment, de remparts. C'est le cas de la plupart des villes médiévales, mais également avec un habitat qui déborde assez largement au-delà, vous l'avez ici, du rempart à certaines périodes. Et là aussi, on va le voir. Alors, cette ville, elle est en fait divisée entre plusieurs pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle la ville basse, que vous avez donc ici. C'est la zone qui est, on va dire, la partie sud du panier, toute la zone qui donne sur le port, puisque vous avez dans cette partie-là les buttes principales de Saint-Laurent, butte des Moulins, butte des Carmes, et puis après au-delà la colline Saint-Charles. Donc toute la partie basse est aux mains des seigneurs laïcs, donc les vicomtes de Marseille, et puis la partie haute est aux mains des seigneurs, enfin de l'évêque dans un premier temps, et ensuite divisée avec la prévôté, donc qui est le clergé qui s'occupe de la cathédrale de la Major. Donc une division de la ville en deux entités seigneuriales, mais également une division avec Saint-Victor, ici, pour la partie sud, puisque tous ces terrains-là relèvent de la seigneurie de Saint-Victor. Et au Moyen-Âge, les Marseillais ont essayé de s'extraire de cette puissance seigneuriale, en particulier sur la ville basse. Et donc, il y a eu pendant pas mal d'années, à partir de la fin du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle à peu près, l'achat de droits depuis les seigneurs, enfin aux seigneurs et aux vicomtes de Marseille, pour arriver à libérer un petit peu cette ville et en faire une commune, une ville un peu indépendante.
jusqu'au moment où Charles Ier d'Anjou, qui était un des comtes de Provence, va mettre le siège auprès de Marseille, et puis à partir de 1252, va mettre au pas la cité. Et donc, voilà, l'indépendance marseillaise, si on peut dire, durera juste quelques années et ne s'étendra pas au-delà. Vous avez donc la limite de la ville, et vous avez en particulier donc ici les moments de plus grande extension. Donc là, on est en 1300, avec aussi le fond du port qui a été enclos par une fortification. C'est ce qu'on appelle le plan Fourmilier au Moyen-Âge, qui a servi en particulier pour la construction navale, mais pas seulement. Et puis donc ces zones de faubourg qui sont à l'extérieur, avec un certain nombre d'édifices, comme on va le voir. Alors, ce que je vais vous présenter ici, ça va être différents chantiers qui sont des fouilles qui ont été réalisées depuis les années 90 et qui sont des opérations archéologiques d'importance et qui ont livré des vestiges médiévaux particulièrement bien conservés. Le premier chantier, ça a été celui de la place Générale de Gaulle, donc au moment de la construction du parking que vous connaissez. Il y a eu ensuite la place Villeneuve-Bargemont. Et on est à l'intérieur de la ville, je vous en parlerai après. Et puis la bibliothèque de l'Alcazar également. Donc 3 fenêtres qui ont permis d'aborder assez largement l'histoire de Marseille au Moyen-Âge. Alors je commence par le chantier de la place Générale de Gaulle. Vous avez ici, donc successivement, alors la limite, pardon, je reviens, hop. La limite que vous voyez est celle du parking. Donc c'est la zone dans laquelle on a fouillé et on a pu restituer par le biais des vestiges archéologiques et des couches archéologiques et du mobilier, par période, finalement, les différents états. Avec la construction d'un hôpital qui est l'hôpital du Saint-Sépulcre au début du XIIIe siècle, et puis la construction d'un véritable quartier. Ici, alors l'hôpital disparaît à la fin du XIIIe siècle, et puis on a des maisons qui sont bâties tout le long jusqu'à arriver donc la première moitié du XIVe siècle, avec le creusement du fossé et la fortification du plan Fourmilier, la voie principale qui est l'ancienne rue Paradis, on va dire, qui jusqu'au milieu du XVIIIe siècle traversait en diagonale par rapport à la place actuelle, et puis donc ces quartiers qui sont organisés de part et d'autre de la voie. On a eu la chance sur cette fouille, d'une part, de retrouver des vestiges archéologiques, c'était une chose, mais aussi de pouvoir faire une étude d'archives assez importante, parce qu'on est à la limite de la possession de Saint-Victor. Et donc, on a pu retrouver, c'est ce qu'on observe ici sur les différents points, donc un certain nombre de zones. Donc, on est dans le fond du port, vous reconnaissez, alors j'ai retracé ici la Canebière et le Courbelzos pour que vous puissiez vous situer, et ça, c'est la place Générale de Gaulle. On est sur des terrains qui appartiennent à des seigneuries, alors qui sont en partie Saint-Victor, tout ce qui est ici en bleu, et puis également des différents aménagements qui sont construits autour des voies et qui se développent progressivement. Sachant qu'en particulier, Saint-Victor a construit un bourg qui s'appelait le bourg de la Calade, mais qui n'a pas réellement survécu au-delà du XIIIe siècle, mais donc a essayé de développer son propre quartier, on va dire, hors les murs. Donc tout ça, le riche fonds d'archives de Saint-Victor, conservé aux archives départementales, en a gardé la trace. Et puis un document extrêmement intéressant qu'on a retrouvé et qui était pas connu du tout, avant de faire la fouille de la place Générale de Gaulle. C'est un testament d'un grand seigneur marseillais qui s'appelait Philippe Anselme et qui était l'amiral de la flotte du roi de Naples. Alors le roi de Naples, c'est le comte de Provence, c'est Charles d'Anjou, et Charles II en particulier. Et quand il meurt, il va donner ses possessions à Saint-Victor. Et parmi ces possessions, il y a en fait les terrains qui sont autour de la place Générale de Gaulle. Donc vous avez ici la restitution qu'on peut faire sur la base de l'acte que je vous ai montré tout à l'heure, donc il fait plusieurs pages. Vous avez la place Générale de Gaulle et on va jusqu'à la rue de Rome qui est ici. Et vous avez donc toute une série de terrains. Et on a la chance d'avoir du coup conservé les noms des habitants de ces maisons. Alors ils ne sont pas propriétaires, hein, ils payent un cens, c'est-à-dire ils payent un impôt, on va dire, foncier. Mais on a le nom des rues, on a les emplacements des différentes maisons. Et vous avez en particulier ici donc cette rue Raymond Rascasse, du nom d'un des habitants. Vous avez la rue des Pots, vous avez la rue des Clous, parce qu'il y avait avant des tanneries, donc le travail de la peau, et la rue droite Sainte-Catherine, parce qu'il y avait ici, en rouge, c'est l'église Sainte-Catherine, qui sera détruite au XVIe siècle. Voilà, donc la fouille archéologique permet à la fois de renseigner précisément les constructions qui ont existé à cet endroit-là, précisément, mais également, par le biais des études d'archives et de l'ancrage,
de pouvoir restituer tout un quartier. Et avant qu'on fasse cette fouille, on ne savait pas où était l'église Sainte-Catherine. Elle a été détruite en 1524 lors du siège de Marseille par Charles Quint. Et depuis, on ne savait pas où était précisément cette église. Il y avait eu plusieurs hypothèses. Et grâce à la fouille, on s'est aperçu qu'en fait, cette église Sainte-Catherine, c'est l'ancienne église du Saint-Sépulcre, qui est au même endroit et qui est juste en face de l'hôpital du Saint-Sépulcre, dont on a pu fouiller les éléments. Donc c'était extrêmement important de pouvoir faire cette fouille. Deuxième emplacement que je vais vous montrer ici, c'est la fouille de l'Alcazar. Donc en préalable à la construction de la bibliothèque, vous avez ici une image au moment de la fouille. Donc une fouille qui a été complète, qui a livré des vestiges depuis pratiquement la fondation de la cité jusqu'au XXe siècle, puisqu'on a fouillé des éléments encore, un four de boulanger début du XXe siècle, et bien sûr l'Alcazar. Mais pour la période médiévale, toute une série d'éléments qui participent de cette construction des faubourgs. Alors je vais vous montrer successivement ce que l'on a. On a dans un premier temps une maison assez isolée qui est le long d'une voie. Alors il y a une voie principale qui est au nord, que l'on a sur la partie gauche de l'image. Et puis ici, une voie secondaire avec une petite maison dont on a retrouvé juste quelques murs. À chaque fois, vous avez le plan correspondant, mais l'image, évidemment, est plus lisible comme ça. Donc c'est un premier état au milieu du XIIe siècle, vers 1150 à peu près, il y a ce premier habitat. À la fin du XIIe siècle, on construit une tannerie, donc je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. C'est un établissement qui traite les peaux et qui est extrêmement fréquent au Moyen-Âge, et qui surtout a besoin d'eau, donc qui s'alimente par le biais d'un aqueduc qui est ici, avec un grand puits qui sert de bassin de décantation, et ensuite un petit aqueduc qui vient à ce second puits qui sert à puiser l'eau à l'intérieur de la tannerie. Et dans la tannerie, on a des cuves ici qui permettent de traiter les peaux, et on les a retrouvées en fouille, donc c'était extrêmement important. Vous avez le plan correspondant avec les éléments liés à l'eau, et puis les constructions et les chemins qui du coup, puisqu'elle s'installe sur l'ancien petit chemin ici, donc tout ça évidemment est modifié. Et voilà donc ce qu'on a retrouvé en fouille avec ce grand bassin de décantation ici, cet aqueduc qui amène au petit puits qui était à l'intérieur de la tannerie. Par la suite, la tannerie est détruite. Alors on l'a observé aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais place Général de Gaulle, il y avait également une tannerie qui disparaît à la fin du XIIIe siècle. Et ensuite, on construit des maisons, donc ce sont des systèmes de lotissement, où chaque fois, on a des maisons qui sont juxtaposées les unes aux autres, qui ouvrent sur des rues. Donc on crée des rues supplémentaires, et ici en particulier, vous le voyez, on a tout un réseau de rues qui est extrêmement important. Et avec des murs donc, que l'on retrouve qui permettent de restituer. Alors c'est une proposition de restitution mais qui est assez vraisemblable au vu de ce qu'on a retrouvé. Ce quartier, il se met en place à partir de la fin du XIIIe siècle, plutôt autour de 1300, et il se lotit petit à petit jusqu'en 1357. 1358. À ce moment-là, c'est une période assez troublée. On est dans la suite de la guerre de 100 ans. Et il y a des bandes armées qui vont ravager la Provence et qui vont obliger les villes finalement à rapatrier la population qui est hors les murs, à l'intérieur de la cité, se mettre en défense pour éviter évidemment d'avoir un siège de la ville. Aix, en particulier, a été prise à un moment donné par ces bandes de pillards qui sont assez bien organisées. Et à Marseille, donc on a démonté volontairement, vous voyez, c'est l'image qu'on a représentée ici, on a démonté volontairement le quartier hors les murs, pour éviter que ces bandes armées ne s'installent au pied des remparts et ne fassent le siège de la ville. Et quand on retrouve en fouille des éléments, on a des éléments brûlés un peu de partout, mais surtout on a de la récupération de tous les matériaux, donc on retrouve pratiquement plus rien. Les gens sont partis, ont tout emmené déjà leurs affaires, donc on a très peu d'objets archéologiques liés à l'usage de ces maisons, mais surtout ils ont démonté volontairement les matériaux, évidemment pour s'en resservir ailleurs, donc que ce soit les tuiles, le bois, les murs avec les pierres, voilà. Donc c'était très intéressant de voir ça. Sur la place Général de Gaulle, il y a eu moins de récupération, mais ça a été détruit de la même manière. Et c'est quelque chose qu'on observe et dont on a des traces dans les textes, puisqu'à Marseille, on a la chance d'avoir beaucoup d'archives pour le XIVe siècle, donc qui documentent parfaitement les différentes étapes de destruction de ces quartiers. Et puis on arrive, là aussi, par les études d'archives qui ont été faites en parallèle de la fouille, on arrive à restituer le couvent des frères mineurs, lui aussi détruit en 1524, comme la chapelle Sainte-Catherine. Mais c'est un couvent très important dans lequel il y avait les reliques de Saint-Louis d'Anjou.
Et donc le couvent est complètement détruit au XVIe siècle. Et pareil, après, on ne sait plus réellement où il se place, puisque les plans les plus anciens que l'on ait ne remontent pas au-delà du XVIIe pour des plans un peu précis. On a des béguines aussi, donc c'est un ordre religieux de femmes qui est installé ici, l'église Sainte-Claire. Et on a retrouvé, on est sur les rues Sainte-Claire, etc. Et donc notre quartier s'organise ici, mais il faut imaginer que tout le long, on avait ce même principe. On est entre deux portes de la ville, ici, la porte du marché, qui est au milieu du cours Belzun, c'est la porte dite de Crottevieille, donc qui est attestée là également par les textes. Voilà la représentation de ces faubourgs sur la maquette que je vous montrais tout à l'heure. Vous le voyez, alors on a représenté de manière un peu large, évidemment on n'a pas retrouvé toutes les maisons, mais en tout cas c'est certainement la forme qu'avaient ces faubourgs à l'extérieur. Et puis très vite on est ensuite dans des jardins, parce que même sur la fouille de l'Alcazar, les espaces les plus éloignés de la ville étaient sous forme de jardins à la même époque que les faubourgs. Et on arrive toujours pareil par les études d'archives à reconstituer des grands domaines qui au départ appartiennent soit au roi de Provence, donc en fait c'est le comte de Provence, le roi de Bourgogne, et puis les vicomtes de Marseille, qui vont donner les terrains à des grandes familles. Et vous voyez par exemple ici la famille de Saint-Marcel, donc c'est le castrum de Saint-Marcel, hein, au large de Marseille, mais dans le territoire de Marseille. En fait, ce sont les ancêtres de la famille Anselme. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de Philippe Anselme, c'est un descendant de la famille de Saint-Marcel. Et puis, il y en a d'autres également, donc pour Ners ou pour la famille de Solier, de Signe, Solier et Fosse. Tous ceux-là sont affiliés au vicomte de Marseille. Voilà, donc à la fois, l'archéologie permet de montrer la matérialité, de restituer précisément l'emplacement d'édifices qui ont disparu, et puis du coup sert d'ancrage pour les études d'archives. Et c'est extrêmement important d'avoir cette dialectique-là. Les études d'archives sans l'archéologie ne permettent pas de situer précisément où on est dans les textes. Donc ce dialogue a été extrêmement fructueux tout au long de ces années entre les deux. Et puis, dernier élément que je vais vous présenter, c'est la place Bargement. Là, on est à l'intérieur de la ville. Donc, c'est la fouille qui a été faite à côté de la mairie. Et on a mis en évidence, là aussi, du bâti. Alors, on est à l'intérieur de la ville, mais en fait, on est dans un espace qui est dépeuplé durant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire, on va dire, entre le 9e et puis le 11e siècle, et qui va être à nouveau loti à partir du 12e siècle. Et donc, les maisons qu'on construit ici sont des maisons qui sont construites de manière très régulière, autour de rues, qui sont recréées. Certaines existaient précédemment, puisqu'on a un substrat antique, si je puis dire. En tout cas, on a certaines constructions qui remontent à l'Antiquité, mais beaucoup de choses ont été reconstruites à partir du XIIe siècle. Et on a un édifice en particulier ici, qui est un édifice de bain. Alors, quand on l'a fouillé, on a retrouvé des tubulures, des choses qui permettaient de conduire. On ne savait pas si c'était de l'eau ou autre chose, mais des tubulures, des canalisations verticales. Et en fait, par les textes, là aussi, on s'est aperçu que c'était un établissement de bain qui est attesté au XIIIe siècle. Donc, la construction remonte à la fin du XIIe siècle. Et puis, donc, on en a fouillé une partie. Et ensuite, il est abandonné et puis retransformé en maison. Donc tout ça a fait partie des éléments de la fouille. Et là aussi, les études d'archives ont permis de préciser les noms des rues à l'époque médiévale. Alors ce sont des noms en latin parce que les actes de notaire qu'on utilise pour ça utilisent le latin, mais bien évidemment, les gens parlaient provençal. Et puis vous avez les noms actuels avant la démolition des quartiers en 1943. Puisque toutes ces rues ont subsisté et pour la plupart, en tout cas, ont été détruites seulement au XXe siècle. Et puis ici, je vous montre juste un exemple de cette fouille où on a retrouvé des murs en terre. Donc c'était la première fois à Marseille qu'on fouillait des murs en terre. C'est une technique qui est attestée et qu'on trouve assez régulièrement, mais surtout beaucoup dans le nord de la France ou ailleurs. Et là, donc, on a retrouvé cette trace-là qui montre qu'au Moyen-Âge, en Provence et à Marseille en particulier, on construisait aussi avec des murs en terre à côté de murs de pierre. On est dans une région où la pierre est abondante, donc ça ne pose pas de problème de construire en pierre, mais on a quand même cette technique-là qui, du coup, était attestée sur cette fouille pour la première fois. Pour vous continuer à vous montrer un petit peu ce qu'était la ville médiévale, bien évidemment, il faut parler des édifices religieux. Les édifices religieux, c'est d'abord la cathédrale, donc qui est ici, la Major. Alors vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle maintenant la vieille Major, à côté de la nouvelle construction du 19e siècle. Mais il y a tout un tas d'édifices, des églises comme ici Notre-Dame des Accoules, qui va être une paroisse, il y a plusieurs paroisses. Il y a Saint-Laurent ici, et puis des églises également, Saint-Martin, Saint-Cana,
les Augustins. Alors, beaucoup ont disparu maintenant, mais certaines subsistent, comme Saint-Laurent par exemple. Et puis vous en avez tout au long de la rive sud, autour de Saint-Victor, et ce sont des petites églises, des chapelles qui dépendent de Saint-Victor. Saint-Féréol, Saint-Pierre-de-Paradis, Sainte-Cécile, Saint-Nicolas ici, Sainte-Marie de Paradis, on retrouve Sainte-Catherine, les Dominicains et des couvents d'ordre mendiants qui sont situés à l'extérieur de la ville. Ce sont des ordres qui s'installent au XIIIe siècle, volontairement à l'extérieur de la ville, et donc qui font ce parcours tout au long de la cité. Voilà, donc un certain nombre d'édifices. Je vais vous en présenter quelques-uns, en tout cas, un peu rapidement, ceux sur lesquels on a pu travailler. La cathédrale de la Major, tout d'abord. Donc, on a publié récemment un livre donc, autour de Jean Guyon, et Catherine et moi-même avons participé à cet ouvrage. Donc, vous avez une vue dessinée par Jean-Claude Golvin, qui est la vue de ce qu'on estime être la Major autour de 1420, au XVe siècle, vers la fin du Moyen-Âge. Vous avez le plan correspondant donc, avec la cathédrale. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie maintenant, ce que vous avez dit la vieille Major, il manque des travées qui ont été détruites au XIXe siècle. Il y avait la prévôté, donc c'est l'endroit où se trouvait le clergé qui desservait la cathédrale, et un baptistère qui est hérité de l'Antiquité tardive, mais qui existe encore, qui est ici, qui existe encore à cette époque-là. Et vous avez, on est en limite du rivage, donc la fortification en limite de la mer. À l'intérieur, quelques vues de la cathédrale. Donc, lorsqu'elle est ouverte, vous pouvez la voir de cette manière-là. Et puis, toute l'étude qui a été faite par Françoise Pahonne, donc on a fait une étude complète du bâti de l'ancienne cathédrale. Et vous voyez, par exemple, donc il y a des vues qui ont été faites en orthophotographie, donc redressées. Et puis, tout a été dessiné et on a mis avec des couleurs différentes lorsqu'il y avait des phases de construction différentes, de reconstruction, qui permettent d'expliquer toute l'histoire de l'édifice. Donc, c'est un édifice qui est construit à partir du XIIe siècle et qui est reconstruit. Donc, ça dure un moment, ces chantiers médiévaux, mais dans un style roman, et il n'y aura pas de reconstruction gothique comme on peut avoir dans le nord de la France. Et quelques photos, ici en particulier, la croisée du transept, donc avec ces magnifiques éléments sculptés qui représentent les quatre évangélistes. L'église Saint-Laurent est une église qui est construite par le clergé dont dépend la Major également. Donc c'est le même style de construction, une église donc à 3 nefs. Et vous avez donc sa vue extérieure avec le clocher qui a été reconstruit au XVIIe siècle. À l'origine, le clocher était ici, dans cette partie-là. Autre édifice très important, c'est évidemment l'abbaye Saint-Victor. Donc c'est une abbaye qui a un rayonnement sur toute la Méditerranée au Moyen-Âge. Donc c'est une abbaye très importante. Vous en avez une vue ici sur une gravure, on verra tout à l'heure également. Donc un dessin de la fin du XVIe siècle par un ingénieur militaire savoyard. Et vous avez ici donc cette église qui est fortifiée à partir du milieu du XIVe siècle. Toujours pareil, dans cette phase donc liée à la guerre de Cent Ans, de ces bandes armées, le monastère de Saint-Victor, qui est à l'extérieur, a besoin d'être renforcé. Et donc, on a des mentions, et c'est vrai, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, beaucoup de constructions ou de reconstructions, que ce soit sur l'enceinte de la cité ou ici, donc, sur l'église principale de Saint-Victor, du monastère. Et ce monastère, évidemment, il n'y avait pas que l'église, il y avait tout un tas de bâtiments avec une fortification. Vous avez ici des tours. Tout le reste a été détruit à la Révolution française et seule l'église abbatiale a subsisté de nos jours. Alors la fortification, justement, je vous en parlais, donc c'est ce qui est en vert ici sur le plan. Donc vous avez tout autour de la ville, du côté de la mer et du côté de la terre, sauf sur la zone active du port, de ce côté-là, où il n'y avait pas de fortification. Donc vous avez une fortification avec des tours qui reprend en grande partie la fortification antique. C'est vrai sur toute cette partie-là. C'est le rempart antique qui est en fondation et qui a été reconstruit au Moyen-Âge. Et on a observé ici, on a fait un sondage avenue Vaudoyer, où on a observé que la fortification antique a été récupérée et reconstruite dans les années 1320, quasiment au même endroit. Donc ce rempart qui longe la mer, c'est à peu près celui qui existait dans l'Antiquité également. Voilà, mais pas de fortification ici. Par contre, il y a, alors c'est pas représenté là, mais en tout cas, il y a la chaîne du port qui vient fermer le port, et on va le voir. Une vue de la fortification qui est au nord de la ville. Alors on est ici sur l'emprise du boulevard des Dames.
Vous avez le détail des différentes tours. Vous avez la mer ici. Alors, c'est pris du nord vers le sud, donc c'est à l'inverse de ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais vous avez ici la pointe la plus avancée et toute cette partie. Et vous avez là en particulier une des tours, qui est la tour Sainte-Paul, qui est une tour romaine en fait d'origine et qui a une forme différente des autres tours. Donc, on est bien sur la fortification antique. Vous avez ici la porte d'Aix avec le petit châtelet qui avait été construit à la fin du Moyen-Âge. Et puis l'aqueduc ici qui rentre, dont il reste encore quelques arches à l'heure actuelle, et puis l'intérieur de la ville à cet endroit-là. Pour vous montrer comment ça se situe par rapport à la ville actuelle, vous avez le boulevard des Dames, et c'est à peu près, ce boulevard des Dames est à peu près le tracé de l'enceinte médiévale et antique. Et donc là, vous avez un certain nombre d'éléments et de tours en particulier qui sont reconstruites. Cette fortification, elle a été détruite donc au XIXe siècle. Et au moment de la destruction de la fortification, on est là au moment de la Révolution française, il y a un passionné de patrimoine qui voit détruire petit à petit beaucoup de choses à Marseille et qui va faire des dessins. Il s'appelle Marchand. Et donc, on a conservé tous ces dessins sous forme de portefeuille. C'est conservé aux archives départementales. Et vous avez en particulier, dans la destruction d'une tour, vous voyez apparaître derrière une construction qui n'appartient pas à la fortification, mais qui avait été englobée. Et il le dit dans son texte, donc d'une ancienne église. C'est marqué ici, on a trouvé le cœur d'une ancienne église. Et en fait, alors il croit que c'est l'église Sainte-Paul, mais pas du tout. Quand on reprend l'étude d'archives, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit de l'église Saint-Cana. L'église Saint-Cana, c'est une église qui existait au Moyen-Âge et qui, en fait, a été, pendant un moment, donc on a le palais épiscopal qui se trouvait juste à côté et qui était l'église de l'évêque. Au Moyen-Âge, bizarrement, et ça s'est produit qu'à Marseille et pas ailleurs, l'évêque a été chassé de la cathédrale et a été obligé de se réfugier sur la butte des Carmes. Et le clergé qui dépendait, qui desservait la cathédrale, lui est resté sur place. Alors là-dedans, il y a les familles des vicomtes, il y a des guerres entre les évêques de Marseille et la famille vicomtale. Et donc l'évêque est allé vivre sur la butte des Carmes, ici, donc son palais était là, et une église qui existait a servi en fait d'église pour l'évêque. C'est cette église-là, Saint-Cana, qui a été englobée et détruite au moment du siège de 1524. Je vous en parlais encore déjà tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là qu'on va construire, qu'on va renforcer cette tour ici, puisqu'on est vraiment en limite de la fortification, et donc que cette église disparaît. Et quand on a démoli la fortification, on a retrouvé en fait le reste de l'église, mais plus personne ne savait que c'était l'église Saint-Cana. Et grâce aux études d'archives qu'on a pu faire ici, donc on est sur des dépouillements d'archives médiévales qui permettent de restituer assez précisément les rues, les différents éléments, et en particulier donc ce palais de l'évêque et cette église Saint-Cana. Autre élément très important, alors ça fera le lien avec le prochain Café Histoire, les hôpitaux à Marseille, qui remontent au Moyen-Âge et qui sont présents. Donc ici, ils sont représentés en vert pour la plupart, à part le Palais Comtal. Vous avez l'hôpital Saint-Antoine, Saint-Jacques-des-Épées, Saint-Esprit, vous avez Saint-Jacques de Galice, etc. Donc c'est des hôpitaux qui ont une vocation évidemment de soins, mais également d'accueil. Ça peut être pour des pèlerins, d'où le nom aussi Saint-Jacques de Galice, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Donc il y a cette question aussi d'accueil pour des étrangers qui arrivent, mais également de soins. Et on l'avait vu, l'hôpital du Saint-Sépulcre est un hôpital en lien avec Jérusalem, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est un ordre militaire, comme on a l'hôpital Saint-Jean ou les Templiers qui au départ sont des ordres hospitaliers. Et c'est très important au Moyen-Âge, ça se développe. Et donc ces hôpitaux ici, alors on les connaît par les textes parce qu'on ne les a pas fouillés. Et ils sont évidemment fondamentaux également de la structuration de la ville médiévale et pas seulement Marseille. Autre élément aussi très important, c'est le quartier juif de Marseille. Les juifs sont très présents en Provence. Et vous avez ici donc des dépouillements qui ont été faits. Il y a Juliette Sibon qui a beaucoup travaillé sur les Juifs à Marseille au Moyen-Âge et qui a pu dénombrer rue par rue finalement les habitants. Et donc vous avez la représentation entre 1300 1360 et puis dans la deuxième moitié du XIVe siècle pour montrer cette évolution-là. On disait que beaucoup de Juifs avaient été déplacés de cette partie-là dans les années 1360 parce que quand on détruit les faubourgs à l'extérieur de la ville, évidemment, il faut reloger les habitants.
Et ces habitants, on les reloge dans la zone qui correspond, alors c'est la zone du centre commercial Bourse, hein, de la Bourse actuelle. Et on pensait donc que les Juifs avaient été chassés et mis dans la ville haute. Mais ce n'est pas le cas, puisque dans la deuxième moitié du XIVe, on a encore une présence assez forte, évidemment, des Juifs dans cette partie-là, avec une source, enfin une fontaine publique, qui est la fontaine dite judaïque, mais qui correspond au Grand Puits, et qui est un puits qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui existe encore à ce moment-là. Et puis, donc, dernier élément sur la défense du port, qui est assurée ici par une chaîne avec des piles qui sont là. Chaîne donc, qui est accrochée d'un côté, du côté de la chapelle Saint-Nicolas, qui est ici, et puis de l'autre côté, du côté de la tour Saint-Jean. Alors, avant la construction de la tour du roi René, il y a déjà une tourette, une petite tour qui porte cette chaîne. Cette chaîne, elle a été prise par les Aragonais lors du siège de Marseille, enfin la prise de Marseille en 1423, donc un événement très important. Et ils sont rentrés du côté des Catalans et ils sont venus, ils ont pris la chaîne. Et donc la chaîne se trouve toujours, à l'heure actuelle, dans la cathédrale de Valence, comme prise de guerre de Marseille. Et vous avez quelques représentations ici qui vous montrent cette chaîne au niveau du port. Il y a quelques années, une fouille au pied de la tour du roi René, du côté de la mer, a montré l'ancrage, vous avez ici, vous le voyez comme une sorte d'encre, en fait, qui est un ancrage de la chaîne, ici, dans une partie maçonnée, qui maintenait la chaîne à l'intérieur de la ville. Et puis cette chaîne, donc, elle était ouverte pour laisser passer les navires ou refermée pour empêcher d'accéder au port. Donc un élément très important qui existait certainement dans l'Antiquité aussi. On pense que le port était défendu de la même manière et qui a montré son efficacité, sauf en 1423, malheureusement. Dernier point que je vais vous montrer, l'alimentation en eau avec l'aqueduc. Donc vous avez ici le tracé de l'aqueduc qui vient en fait jusqu'au pied pratiquement de Saint-Laurent. Il y avait une fontaine qui a été détruite en 1943, donc qui était la fontaine Saint-Laurent. Et il y avait un certain nombre de points d'eau qui permettaient donc d'amener l'eau vraiment au plus près de la ville. Il y avait malgré tout énormément de puits. Quand on fouille, on retrouve très souvent des puits, pour toutes les périodes d'ailleurs, hein, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Donc l'alimentation en eau se faisait beaucoup par les puits, mais il y avait quand même cet aqueduc qui est construit à la fin du XIIIe siècle et qui va évidemment amener l'eau très largement dans Marseille. Et puis un deuxième élément, c'est un canal ici, qui est le canal dit des Jardiniers, qui est une dérivation certainement du Jarret, et qui amène de l'eau également donc, pour la culture et tout ça, pratiquement au niveau de la cité, voilà, mais qui sert surtout pour ces quartiers qui sont un peu externes. Et vous avez donc le reste de l'aqueduc que vous voyez près du conseil régional, qui est cet aqueduc médiéval, bon, malheureusement pas bien mis en valeur, je trouve, mais qui est extrêmement important et qui remonte au Moyen-Âge. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Catherine, qui poursuit et qui va vous montrer, enfin, vous donner plus de détails sur la vie quotidienne à Marseille au Moyen-Âge. Merci. Donc, étant donné qu'on est à mi-parcours, il nous semblait intéressant de refaire une petite frise chronologique avec tous les éléments que vous avez vus et qui sont denses. Alors, j'ai besoin du pointeur. Voilà. Tout d'abord, on a organisé donc cette conférence du 10e au 15e siècle avec du 10e au 13 à la fin du XIIe siècle. Vous l'avez vu, la ville est organisée autour de 3 autorités seigneuriales. Elle est divisée avec la prépondérance des vicomtes, c'est-à-dire une dynastie seigneuriale qui va un petit peu régner d'autorité sur la ville. Et la deuxième partie du XIIIe au XVe siècle, avec la prise de pouvoir des familles de commerçants, une affirmation de la puissance politique des comtes de Provence. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, au Xe siècle, retenir que le premier des vicomtes apparaît, il s'appelle Guillaume, en 973. Et puis, c'est aussi le moment où on introduit la règle bénédictine de Saint-Victor. C'est ce qui va être finalement l'acte de naissance de cette abbaye qui va avoir une influence absolument considérable sur la Provence et jusqu'au Languedoc et en Catalogne. C'est aussi au XIIIe siècle que par une bulle, c'est-à-dire par un texte officiel du pape Léon IX, Saint-Victor est rattaché directement au Saint-Siège.
Donc Saint-Victor va dépendre finalement directement de Rome, et c'est là aussi que elle va se détacher complètement du reste de la ville et de l'autorité des vicomtes et de l'évêque. Et va commencer la rédaction de ce que l'on appelle le cartulaire de Saint-Victor en 1070-1080. Et là, c'est un moment, enfin, ça montre toutes les propriétés de Saint-Victor, tous les actes de propriété de Saint-Victor. Et on s'aperçoit que Saint-Victor a des relais absolument, des relais, des établissements religieux absolument partout, et récupère surtout énormément d'argent de la part de ces établissements religieux, a une fonction très importante de mise en culture à ce moment-là des terres et de déforestation très importante. On passe un peu vite, pardon. Oups, oui, je suis passée très très vite là, pour le coup. Hop. C'est le moment où on reconstruit aussi au milieu du XIe siècle la reconstruction de la cathédrale de la Major, nous l'avons vu, qui prend place sur un établissement antique de la fin de l'Antiquité et un palais épiscopal. Et c'est la mise en place des premières paroisses dans la ville, dont Notre-Dame des Accoules, puis Saint-Martin. Le XIIe siècle est marqué par le siège de la ville par les troupes d'Alphonse Ier d'Aragon, et puis la fondation de l'hôpital du Saint-Esprit, qui est ce que nous avons vu. Et c'est aussi le moment, à la fin du XIIe siècle, où viennent s'installer les hospitaliers de Saint-Jean, donc à l'emplacement de l'actuel Fort Saint-Jean. Mais c'est le XIIIe siècle qui va nous intéresser beaucoup dans le reste de cet exposé, parce que c'est à ce moment-là que se met en place finalement les fondations politiques de la ville. C'est-à-dire qu'en 1212, avec la création de la confrérie du Saint-Esprit, on met en place dans la ville basse les bases de la future commune. Et c'est à ce moment-là aussi, enfin un peu plus tard, que l'on vient construire le premier palais communal. Et puis, la moitié du XIIIe siècle est marquée par l'apparition pour Marseille de ce personnage important. Marc vous en a parlé. C'est le fameux Charles Ier d'Anjou. Charles Ier d'Anjou, c'est le petit frère de Louis IX, qui était Saint-Louis, et qui va épouser, donc c'est un Capétien. Il va épouser Béatrice de Provence, et par ce mariage, il récupère le comté de Provence. Donc, il va imposer, à partir de 1252, après un siège important, puisque Marseille avait repris un petit peu d'autonomie politique, il va imposer à Marseille ce que l'on appelle les chapitres de paix, qui sont des textes assez fondateurs et qui vont surtout permettre de rédiger, à partir de 1253, les statuts de Marseille. Et ça, on va le voir ensemble, ça a été vraiment quelque chose d'assez important pour poser les bases de l'organisation politique de la ville. Donc, on passe au XIVe siècle. Au XIVe siècle, la reine Jeanne, comtesse de Provence, va permettre la réunification administrative de ces trois parties de la ville que l'on a vues, la ville épiscopale, vicomtale et la ville prévôtale, sous l'autorité du viguier, qui est le représentant des comtes de Provence et qui a l'autorité sur les conseillers municipaux et communaux. Et puis, une peste importante, 1350, 16 000 victimes, c'est la moitié de la population de la ville qui va être décimée à ce moment-là. Et c'est déjà le point de départ d'une épidémie nationale qui va être très importante et qui va avoir les conséquences que l'on va voir. C'est le moment aussi, et Marc nous en a parlé, où l'on vient détruire les faubourgs, parce que c'est les premières décennies de la guerre de 100 ans et qu'il faut faire face à des bandes armées qui viennent assiéger Marseille et la piller. Et puis, au XVe siècle, on a le fameux sac de la ville par les Catalans et qui va marquer le coup d'arrêt du dynamisme commercial. Et puis retenir qu'à partir de la fin du XIVe siècle, donc 1481-1487, la ville et la Provence rejoignent enfin le royaume de France, puisqu'on était encore à l'extérieur, et qu'avec la mort de Charles III, le dernier des comtes de Provence, elle prend son nom moderne de Marseille.
Voilà. Alors, maintenant avançons. Cette population, Marseille au Moyen-Âge, on n'a pas, avant le XVIe siècle et les registres paroissiaux, on n'a pas vraiment de compte précis sur la population marseillaise. Au XIIIe siècle, au moment de son apogée, on parle de 20 à 30 000 habitants. C'est donc une ville assez modeste, 20-30 000 habitants, 35 000 habitants, c'est La Ciotat aujourd'hui. Donc, c'est la moitié du stade Vélodrome, c'est 67 000 personnes qui rentrent dans le stade Vélodrome. Donc, à titre de comparaison, c'est quand même assez modeste. Et Paris, au XVe siècle, c'est 400 000 habitants. Donc, voilà, c'est une ville qui est relativement petite. On y parle l'occitan, c'est-à-dire la langue d'oc, c'est-à-dire le provençal. Et on écrit en latin et bientôt en français à la fin du Moyen-Âge. Et le nom de Massilia, le nom romain, va s'altérer au fur et à mesure et devient Marsillo en provençal, et puis va devenir Marseille. Donc, on l'a vu à partir de 1481. Alors ici, en illustration, j'ai mis deux images qui sont la bataille de Marseille en moins 49 avant Jésus-Christ. C'est un petit clin d'œil à la première conférence qu'on avait fait ici, dont on avait parlé de ce siège de Jules César au pied des remparts de Marseille. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'au XIVe siècle, alors la personne qui a fait cette enluminure ne connaissait pas Marseille, visiblement. C'est une ville un petit peu imaginée, peut-être un petit peu les collines, là, au fond. Mais bon, visiblement, ce n'est pas Marseille qui est représentée. Elle est suggérée. Et puis surtout, Jules César est présenté en chevalier du Moyen-Âge. Et ça, c'est assez cocasse. Mais très sympathique. Et finalement, c'est aussi l'image que l'on a, nous, des personnages du Moyen-Âge, c'est-à-dire ce chevalier qui est l'idéal du militaire à qui tout réussit. Alors, avançons un petit peu. Comment est-ce qu'on connaît l'organisation de la ville ? On la connaît grâce au texte et on en a déjà parlé un petit peu, mais on a la chance d'avoir à Marseille ce que l'on appelle donc les statuts de la ville. Ils ont été rédigés à partir de 1253 et ces statuts sont préservés aux archives municipales. On en a un exemplaire et surtout on a la copie qui a été faite, qui s'appelle le livre rouge, du nom de sa couverture. Alors je suis un petit peu loin. Voilà, la couverture en maroquin rouge qui a été faite au XVIe siècle, mais qui est un écrin pour ce livre enluminé absolument magnifique et qui reprend donc les droits et les devoirs de l'organisation communale. C'est-à-dire que Charles Ier d'Anjou, on l'a vu, a mis en place ce système sous l'autorité du viguier, mais donne encore un certain nombre de droits aux commerçants et aux représentants de la ville. Le viguier n'était pas marseillais d'ailleurs et il était élu tous les ans. Et les représentants municipaux ont encore le droit de s'assembler et donc de se défendre en justice. Ils doivent régir les biens communaux. Ils travaillent à la réglementation et à l'organisation municipale. Ils récupèrent aussi l'argent qui est le prélevé des taxes, on va en parler, pour le réinvestir dans la ville. Donc le viguier dont je vous parlais est chargé de désigner les principaux responsables municipaux et sa présence, bien sûr, va valider en droit les différentes délibérations. Alors, ce livre rouge, donc vous l'avez compris, c'est une copie du XVe siècle. C'est un livre. Le livre n'est pas une invention du Moyen-Âge. Déjà, dès le début de l'ère chrétienne, on a des livres qui sont utilisés de façon parallèle, j'allais dire, avec le codex, avec le rouleau. Mais le livre se développe de façon considérable à ce moment-là, parce qu'il présente plusieurs avantages. D'abord, on peut écrire des deux côtés, contrairement au rouleau, au codex. Et il est plus facile à feuilleter, bien sûr. Et puis, il peut être enluminé, c'est-à-dire il peut être illustré. Et l'enluminure, ça vient du mot éclairer. L'enluminure, l'image sert à éclairer le texte. Et cette enluminure ici, je vais vous la présenter juste après. Je voulais juste vous montrer ces deux personnages qui tiennent un blason et on en reparlera.
Donc cette enluminure, ici, c'est Charles Ier d'Anjou qui fait prêter serment, donc Charles Ier d'Anjou qui est sur son trône, et qui fait prêter serment à son viguier, qui est là, en jaune. Et le Charles Ier d'Anjou est sur son trône, le viguier est en jaune, et là, il y a un fonctionnaire municipal qui tient. Alors, peut-être les évangiles, peut-être les statuts. En tous les cas, il prête serment ici. Et puis, vous voyez derrière Charles Ier d'Anjou, c'est un capétien, je vous le disais. Donc, on a la représentation des fleurs de lys qui sont le symbole de la maison des Capétiens. Sur le folio numéro 5, on a de nouveau ce viguier qui est là, qui est d'ailleurs encadré de ses principaux conseillers. Vous voyez, ils tiennent aussi des rouleaux. Donc, il y avait encore des rouleaux de façon concomitante à l'usage du livre. Et surtout, vous voyez aux quatre angles, là, les armes de Marseille. Donc, en fait, les armes de Marseille, la croix d'azur sur fond d'argent, elle a été représentée pour la première fois dans ce livre qui est présent aux archives municipales. Donc, et on sait qu'à partir du XIIIe siècle, les armoiries de Marseille étaient celles-ci. Elles étaient celles-ci parce que c'est ce que l'on trouve aussi sur les monnaies de Charles d'Anjou, cette fameuse croix qui est un souvenir vraisemblablement aussi des croisades, puisque je vous le rappelle, Charles Ier d'Anjou était le frère de Saint-Louis. Et puis dans une des copies, donc deux exemplaires aux archives municipales, 4 exemplaires à la BNF, et dans une des copies de Paris, on a le début d'un poème qui est recopié ici, Actibus immensis orbs fulget Massiliensis, et ça, c'est la devise de notre ville encore aujourd'hui. La ville de Marseille brille par ses actes immenses. Marseille est véritablement victorieuse et ses citoyens protégés. Voilà. Alors, comment est-ce qu'au Moyen-Âge on connaît ce qu'il y avait dans les maisons? Nous l'avons vu, il y a des fouilles qui sont faites encore aujourd'hui et malheureusement, on ne retrouve pas ce qu'il y a forcément dans les maisons. Mais, encore une fois, grâce aux archives, on a les inventaires et le détail assez précis de ce que l'on pouvait trouver dans une maison ici au XIVe siècle. Et je voulais vous présenter le livre de raison de Jean Blaise, qui était un médecin, donc qui a tenu son livre à partir de 1313. Il était un médecin et un négociant. Son livre est écrit en provençal. Et ce qui est absolument remarquable, c'est qu'on est dans un des plus anciens conservés en France, dans des archives publiques, et on a l'inventaire complet de ce qu'il avait dans sa maison. C'est-à-dire que les robes, les joyaux de son épouse, la garde-robe de toute la famille, la literie, le linge de lit, les tables, la vaisselle, le mobilier, la bibliothèque, le matériel médical, religieux. On a le détail absolument complet, ce qui est très précieux parce que souvent, vous l'avez vu, les choses sont récupérées, le mobilier est récupéré. Et là, enfin, on peut venir avec les textes, on a les sources premières pour restituer ce qu'il y avait dans ces maisons au Moyen-Âge. Je passe un peu vite. Le cœur de la ville de Marseille, les principales ressources de la ville de Marseille au Moyen-Âge, ça reste le port. Bien entendu, le territoire de Marseille est assez pauvre et Marseille tire et depuis l'Antiquité, sa raison d'être et ses principaux bénéfices, enfin, du port, de l'activité du port. Et on a notamment dans les registres de notaires tout le détail du règlement des paiements par écriture. Alors le paiement par écriture, ce n'est pas non plus une invention médiévale. Les Grecs déjà faisaient des paiements par écriture. Les Romains, les banquiers romains faisaient des virements de compte à compte, si j'ose dire. Les Arabes au 9e siècle avaient inventé le chèque. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, et sur ces registres de notaires en particulier, on a vraiment absolument le détail de tout ce qui pouvait être en termes de contrats banquiers, de tout ce qui pouvait être fait. On a les reconnaissances de dettes, les paiements en monnaie étrangère. Et ce registre des notaires est présenté
ici, encore une fois, c'est encore le plus ancien registre conservé dans un fonds municipal. Et ici, ce registre de Giraud-Alméric commence au mois de mars, au printemps, et il a décrit absolument tout ce qui se passait avec 1031 actes écrits en latin. Il a décrit tous les départs des bateaux. Il était installé sur le port, à côté de la table des changeurs, et il a décrit, encore une fois, le chargement des bateaux et les contrats qui accompagnaient ces bateaux qui partaient vers le Maghreb, l'Égypte, la Syrie, la Terre Sainte, l'Italie, la Sardaigne, mais aussi les contrats qui étaient ceux qui étaient faits pour les foires de Champagne. Et je vous ai mis une illustration de ce fameux Saint-Louis parce que dans ce registre notarié de Giraud-Alméric, on a aussi une description des bateaux qui accompagnaient la 7e croisade. Saint-Louis est parti d'Aigues-Mortes, mais une partie de ces bateaux sont partis du port de Marseille. Et donc, ici, dans ce registre, on a l'ensemble du chargement des bateaux qui accompagnaient Saint-Louis pour son départ en Terre Sainte. Et donc, il était aussi accompagné de ses frères, Alphonse de Poitiers et le fameux Charles Ier d'Anjou. On payait aussi, bien sûr, en argent comptant. Donc, là-haut, une photo des petites pièces qui sont retrouvées lors des fouilles archéologiques. Ce sont des menus, comme son nom l'indique, des oboles, des deniers et des coronas. Ce sont des petites pièces avec une faible valeur monétaire. Elles sont retrouvées, souvent les gens avaient balayé. On retrouve peu de monnaie en fouille, on en retrouve, et c'est des marqueurs chronologiques très importants, mais voilà, ce sont des petites monnaies. En revanche, dans les fonds municipaux, on a des monnaies plus importantes qui viennent de trésors monétaires ou de découvertes fortuites. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce fameux carnet Laugier, Laugier était le directeur du cabinet des monnaies et médailles au XIXe siècle. Et en fait, il tenait un agenda, il tenait plusieurs agendas. Pendant 50 ans, on a l'ensemble de ces agendas et il les aquarellait. Et sur les pages de son agenda, on retrouve des provenances de certaines de ces monnaies et des différentes pièces au fur et à mesure où elles rentraient dans les collections. Donc c'est aussi un moyen d'enrichir les collections municipales que d'avoir ces dons qui sont faits depuis le 19e siècle. Donc depuis 1850, il a commencé ses agendas jusqu'à 1900. Donc on a 50 ans d'agenda Laugier qui permettent de connaître, qui sont précieuses pour des provenances comme ça de monnaie. Alors, les revenus du port, on en parle depuis le début. Les revenus du port ont été formalisés dans ce que l'on appelle la table de mer et les droits du rivage. La table de mer et les droits du rivage, c'est l'origine du droit douanier et aussi du droit du littoral. Et c'est assez intéressant parce que les comtes de Provence taxaient toutes les marchandises qui faisaient de l'import et de l'export par voie maritime. Ils taxaient uniquement les étrangers. Les Marseillais n'avaient pas à payer cette taxe. Et donc, ces tables de mer, ces registres, nous permettent de savoir exactement tout ce qui rentrait et qui sortait du port de Marseille. Alors, ça ne veut pas dire forcément que les Marseillais en bénéficiaient, parce que Marseille était une plaque tournante et qu'un certain nombre de choses partaient, mais quand même, ça nous renseigne beaucoup sur les habitudes à la fois d'artisanat et d'alimentation des Marseillais au Moyen-Âge. On trouve beaucoup de draps de laine, le drap étant la pièce tissée. On parle aussi de taxes sur les sacs de poivre, de gingembre, de fromage, de métaux. Les métaux étaient taxés au poids. Il y a des taxes très importantes sur le bois de construction. Marseille est pauvre en forêt et donc les bois sont taxés de façon importante. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais on avance un peu. L'or était taxé, bien entendu, les soies, les bêtes vivantes qui arrivaient par la mer, l'huile, le vin, les fruits secs, le miel, puisque bien sûr le sucre a été découvert assez tardivement, enfin
a été importé assez tardivement. On sucrait principalement avec du miel pendant le Moyen-Âge. Les thons, les sardines, les épices, la cannelle, l'anis, les clous de girofle, les noix muscades, le safran, le riz, la réglisse, l'alun, le papier, le corail était une industrie, un artisanat très important à Marseille. Les cuirs et les peaux, on en a parlé, les textiles et le savon dur. Mais aussi, on trouve dans ces tables de mer, on trouve des listes de ce que l'on appelle les Saracénus. Et les Saracénus, ce sont ce qu'on appelle rapidement les Sarrasins, et c'est surtout la main-d'œuvre servile d'origine d'Al-Andalouse, du Maghreb, d'Afrique noire. C'est-à-dire que sur le port de Marseille, il y avait quand même un trafic d'esclaves qui était assez important. Et voilà, en 1228, la municipalité prélevait de 6 à 12 deniers par esclave vendus sur le port. On parle de centaines d'esclaves qui transitaient par le port de Marseille. Alors bien sûr, dans les objets du quotidien, j'ai fait cette photo au musée d'histoire puisque c'est vraiment un relais important pour aller comprendre l'histoire de la ville de Marseille aujourd'hui. Il y a toute une session qui est dédiée à l'artisanat de céramique. Je vais passer rapidement. Ce sont des objets ce sont des marqueurs chronologiques très intéressants dans les fouilles archéologiques puisque elles permettent de dater les couches dans lesquelles elles sont retrouvées. Ici, ce sont des céramiques d'importation. Ça n'a rien à voir avec les productions locales. Mais encore une fois, au musée d'histoire, il y a une très belle sélection. Je passe un peu vite pour vous parler du sel parce que c'est quand même un aliment important avant d'être un condiment. Le sel qui était exploité par les moines de Saint-Victor du Xe au XVe siècle se trouvait là, les salines se trouvaient là, en rive sud. Et ce sel, donc, avant d'être un condiment, il servait aux hommes et aux animaux d'élevage pour, bien sûr, préserver les viandes. Il servait à la saumure des olives et des poissons. Il servait également dans la tannerie. Et il était indispensable pour arriver à tanner les peaux. Il était aussi quelque chose d'important dans la boulangerie. Le sel sert à faire lever la levure. Il était indispensable pour empêcher la putréfaction des fourrages. Et donc, ce sel-là était exploité par appui aussi, oui. Le mot sel vient le mot salaire vient du mot sel puisque c'est avec du sel que les militaires romains étaient payés en partie en nature. Donc ce sel va donner aussi l'impôt sur le sel pendant le Moyen-Âge, la fameuse gabelle. Il était exploité par les moines de Saint-Victor, on l'a vu, et il n'était destiné qu'à la consommation locale. C'est à partir de François Ier que ces salines vont disparaître et l'on va construire ici l'arsenal. Et puis le pain. Le pain est la base de l'alimentation du Moyen-Âge. Sur les registres des hôpitaux, sur les registres des couvents, le pain vient de façon prépondérante dans les achats qui sont faits. Et là encore, dans les statuts de Marseille, on a les textes qui réglementent le poids et le prix du pain, ce qui est absolument précieux pour les historiens. Et puis, ce pain était en fait récupéré chez les gens. Le boulanger n'apparaît qu'à la fin du Moyen-Âge parce que les gens préparaient le pain chez eux. Ils le donnaient à des fourniers qui allaient le porter au four banal et les pains étaient cuits ensemble et après étaient rendus aux gens. Donc, je vais un petit peu être obligée d'aller un peu plus vite. J'avais pas mal de choses à vous dire, mais je voudrais vous parler tout de même des commerces maritimes en Méditerranée. Et donc cette carte avec Marseille ici qui est donc bien entendu à côté du Royaume de France et le long de l'axe Rhône-Rhin qui va permettre de tout ce transit des marchandises par la plaque tournante qui est le port de Marseille. Mais surtout, Marseille va avoir des établissements dans toute la Méditerranée. Voilà.
grâce à Charles Ier, le roi qui était à la fois roi de Sicile et de Naples à partir de 1262 et qui a permis de construire de véritables quartiers de Marseillais à l'extérieur. Donc à Naples, en Sicile, à Messine, à Palerme, à Syracuse, dès 1270, il y a à la fois des comptoirs, mais il y a aussi des quartiers et c'était les bateaux marseillais venaient de façon très régulière, il y avait des échanges très réguliers et à la fois les Marseillais étaient installés là, mais surtout les Italiens étaient installés à Marseille. Donc beaucoup de mélanges et sur le port de Marseille, beaucoup d'étrangers déjà au XIIe et XIIIe siècle. Avec Charles Ier qui devient roi de Jérusalem à partir de 1277, des établissements marseillais sont construits à Saint-Jean-d'Acre. Et ces établissements marseillais s'appellent des fondouks. Ce sont des églises, ce sont un consul, ce sont des entrepôts, une auberge à Saint-Jean-d'Acre, ici à Tunis, à Bougie, ou encore au nord du Maroc, à Ceuta. Donc là, c'est vraiment des quartiers entiers de Marseillais qui font du commerce et ont des intermédiaires et font les commandes des Marseillais qui sont restés à Marseille. Cela va s'effondrer un peu à partir du XIVe siècle, à partir de la chute de Saint-Jean-d'Acre. Et puis, la piraterie va faire que le XIVe et le XIVe siècle va être moins propice à ces échanges-là. Et donc, je voulais vous parler, presque pour finir, de la croisade des enfants, qui est un épisode qui a eu lieu en 1212 et qui est un épisode qui a marqué des générations de gens. Cette histoire étonnante un petit berger qui s'appelait Étienne et qui était de la région de Vendôme. C'est une ville qui est dans le Val-de-Loire. Et Étienne a eu une apparition. Dieu lui est apparu et lui a dit « Viens me délivrer mon tombeau à Jérusalem ». Et ce petit Étienne, qui après être allé voir le roi et lui avoir dit qu'il avait une mission de délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem, a fini par... Il n'a pas été pris au sérieux par le roi de France, mais il est descendu par les routes de pèlerinage de la France entière. Il a traversé la France entière et au fur et à mesure de son périple, il était accompagné par 30 000 enfants, nous dit le chroniqueur de l'époque, qui s'appelle Aubry de Trois-Fontaines. Donc, on a un texte précis qui explique cette expédition. Et ces 30 000 enfants se sont retrouvés sur les quais de Marseille et ils ont voulu partir en Terre Sainte. Et à ce moment-là, ils ont fait la connaissance de deux marchands marseillais, un certain Jean Fer et Guillaume Port. Et ces deux marchands marseillais les ont embarqués sur 7 bateaux en tout. 2 ont fait naufrage au nord de la Sardaigne et les autres ne sont jamais arrivés en Terre Sainte. Ces enfants ont été vendus comme esclaves à Bougie et à Alexandrie. Donc une histoire absolument tragique et qui est connue parce qu'ils ont fait la connaissance de marchands marseillais qui n'ont pas pris au sérieux leur mission. Donc c'est assez terrible. Et notre dernière diapositive, pour finir ce tour d'horizon, on a voulu rappeler tout ce que Marseille doit au Moyen-Âge. Alors, le perfectionnement d'équipements, de la maîtrise des forces hydrauliques et éoliennes, qui a permis la diffusion des moulins. Les moulins que l'on connaît aujourd'hui, donc on a mis cette gravure du XVIe siècle avec les 13 petits moulins caractéristiques de la ville médiévale. C'est une des constructions typiques du Moyen-Âge, l'invention de la forge, puis au XIVe l'apparition des hauts fourneaux et donc de la fonte de fer qui a considérablement amélioré la résistance des outils, des techniques agricoles et aussi bien sûr des armes. Dans le domaine du commerce maritime au long cours, on a inventé, mis au point des grandes nefs qui pouvaient transporter jusqu'à 500 tonnes manœuvrées grâce au gouvernail. Le gouvernail est une invention du Moyen-Âge, la boussole aussi, l'astrolabe.
et les cartes portulans, donc la façon de se repérer avec les étoiles, et les cartes portulans qui sont ces cartes extrêmement détaillées, qui détaillent à la fois les vents, les ports, les hauts fonds, et qui permettent et qui sont vraiment un apport considérable pour les marins. Et puis, on voulait expliquer la mise en place des institutions urbaines communales, dont l'hôtel de ville est l'héritier, encore aujourd'hui, avec ce droit de se réunir, de délibérer et de juger. Et d'ailleurs, il y a un proverbe allemand du XVe siècle qui dit que l'air de la ville rend libre, parce qu'effectivement, par rapport à ce qui se passe encore dans les campagnes, il est quand même plus intéressant, enfin, pour pouvoir faire du commerce et prospérer, de vivre dans une ville. Et puis enfin, la comptabilité en partie double, pardon, c'est-à-dire à la fois le crédit et le débit, avec l'adoption des chiffres arabes. Mais aussi donc la poudre à canon, l'horloge, les partitions médicales, les lunettes, les boutons, la brouette et le savon sont des inventions médiévales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va faire circuler les micros. Oui, bonsoir. Merci pour votre brillante, à tous les deux, votre brillante intervention. Que peut-on penser des ouvrages de Rufy qui, dans 1500 et quelque chose, 96 si ma mémoire est bonne, racontait l'histoire de Marseille? Est-ce que cette histoire vue par Rufy a quelques crédits ou quelles limites lui donnez-vous? Merci. Alors, Rufy, ils sont plusieurs. Hein. Il y a le père et le fils. Sont des archivistes de la ville. Donc, ils sont très bien documentés. Et les histoires qu'ils écrivent, alors ce sont des histoires, il y a les aspects chronologiques, mais il y a également les histoires des édifices à différents moments. Donc, c'est quelque chose qui nous sert à nous de source pour connaître parfois pour des édifices qui ont disparu. Et ils font des mentions d'archives, par exemple, qui n'ont pas été conservées. Donc, ce sont des ouvrages qui sont bien documentés, qui sont sérieux, qui sont le témoin de la connaissance de l'époque. Alors, évidemment, on n'a pas le même niveau de connaissance actuellement, mais globalement, ce sont des ouvrages qui sont en tout cas très intéressants. La première version, la plus ancienne de 1642, je crois, est une version assez légère, et la deuxième en 2 tomes est beaucoup plus développée. Il m'est arrivé de m'en servir aussi pour citer à un moment donné des textes qu'il était le seul à mentionner, et puis d'autres après lui en tout cas. Donc oui, c'est très sérieux. D'autres questions? Profitez, la première question a déjà été posée, c'est plus facile après. Monsieur. Merci pour ces explications fort intéressantes sur notre ville. D'où venait l'eau qui alimentait Marseille par l'aqueduc et par le canal? Alors la prise d'eau doit être au niveau l'Uvonne ou le Jarret, je pense. Je pense que c'est plutôt vers le Jarret. C'est un canal et qui par moment devait être un peu enfoui, mais qui est aérien au moment où on franchit la fortification. Donc, ce sont les arches que l'on voit près du conseil régional. Et après, par contre, qui est enterré dans le tracé dans la ville. Et puis, il y a beaucoup de sources. De toute façon, enfin, Marseille est un site, ce site a été choisi par les Grecs, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, l'eau n'est pas vraiment un problème. Il existe un ou plusieurs aqueducs dans l'Antiquité. Cet aqueduc médiéval qui est reconstruit à la fin du XIIIe siècle, il sert à amener vraiment l'eau un peu de partout. Mais il y a malgré tout de l'eau présente dans le sous-sol et qui est facilement exploitable par le biais des puits en particulier. C'est plutôt d'ailleurs, étant donné que ça ne fait pas problème, ça ne pose pas de problème, c'est plutôt la gestion de l'eau usée qui va être plutôt détaillée dans les textes. Et là, ça pose plus de problèmes, façon d'évacuer les eaux usées, et puis le fait que beaucoup d'eau usée se retrouve dans le vieux port, dans le port, pardon, qui n'était pas encore vieux. Oui. Oui, bonsoir. Oui, j'ai de suite, au début de votre explication, je pense avoir vu passer la réponse, mais le nom des rues, des habitants dont on a retrouvé le nom étaient tous italiens.
Non, Donc, alors, les noms sont en latin. En fait, le problème qu'on a, les gens, ils parlaient provençal. ouais. Voilà. Les textes que l'on a sont très souvent des textes de notaires. Les notaires, ils écrivent en latin. Donc, les noms sont latinisés. On ne connaît pas forcément la forme qu'ils utilisaient au quotidien. Donc, les historiens, à une époque, ont essayé, alors parfois les ont francisés, parfois les ont mis en provençal. Il y a eu toute une période dans les années 60 à 80 où on utilisait la forme provençale. Et puis ensuite, on est revenu plutôt à la forme latine, qui est la forme qui nous a été transmise. Alors, ce n'est pas comme ça qu'ils s'appelaient, mais c'est comme ça que les notaires les appelaient dans leurs actes. Voilà. Donc, ce n'est pas des noms italiens. Si vous voyez, bon, tout à l'heure, il y avait Giro Amalric, il y a plein de noms, mais ce sont des noms qu'on connaît. Vous avez, mettons, quelqu'un qui s'appelle Raymond Dex, ça va être Raymondus de Aquis, c'est la forme latine, mais sinon, c'est Raymond Dex, ou il doit y avoir la forme provençale correspondante. Donc, voilà, ces noms-là, on ne les connaît pas vraiment. Ce qui est très intéressant aussi, on parlait des noms des rues, par exemple, suivant les notaires, suivant le type de personne, en tout cas, qui va écrire, on va avoir des noms différents pour une même rue. Et c'est compliqué, quand on travaille sur les textes du Moyen-Âge, de se dire telle rue, c'est la même que telle autre rue, qui est mentionnée l'un dans un registre de notaire et la deuxième dans un registre judiciaire, par exemple. Mais il s'agit de la même chose. Et ça rend évidemment la compréhension topographique beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que je vous disais que le fait qu'on fouille des vestiges, qu'on retrouve des rues, qu'on retrouve des maisons, qu'on retrouve éventuellement des édifices religieux, permet d'avoir des ancrages topographiques qui permettent de comprendre aussi les textes. Et au Moyen-Âge, on mentionne souvent des confronts, c'est-à-dire qu'on dit, mettons, telle maison, elle confronte telle maison et telle maison. Voilà. Et donc, quand on fait cet assemblage-là, on arrive à peu près à restituer des îlots de maisons, des rues. Mais c'est extrêmement compliqué et cette question de dénomination, elle est fonction des gens qui écrivent au Moyen-Âge. Mais vous disiez qu'il y avait eu beaucoup d'Italiens qui sont venus ensuite du fait que c'est Charles Suivant les périodes. Qui était roi de Sicile et de Naples. Alors, il y a eu plusieurs vagues de migration italienne. Alors, il y a ce moment, je dirais, c'est peut-être plutôt les Provençaux d'ailleurs qui sont allés en Italie du Sud, à Naples ou en Sicile. En Sicile, Charles d'Anjou n'est pas resté très longtemps. Donc, c'est plutôt le royaume de Naples qui est resté jusqu'au XVe siècle dans la maison des comtes de Provence, si je puis dire. Donc, on a des transferts, effectivement. On a beaucoup au XVe siècle des Piémontais qui vont arriver en Provence. Alors, il y a des vagues de famine, il y a une géopolitique qui est très compliquée puisque la Provence orientale, à partir de 1388, se détache de la Provence et passe à la Maison de Savoie. Donc il y a des rivalités ensuite qui vont éclater surtout à l'époque des guerres d'Italie, à la fin du XVe au XVIe siècle avec François Ier. Et on a, quand je vous ai montré tout à l'heure la gravure, le dessin de la fortification de Marseille qui est faite en 1591 par un ingénieur militaire du duc de Savoie qui vient lors d'un siège fait à Marseille par le duc de Savoie. On a des mouvements de population qui sont très importants à différentes périodes. Au départ, ce n'est pas forcément des Italiens, même si le nom a l'air italien parce qu'il est en latin, mais ce sont des Provençaux, ce sont des Marseillais qui sont là et on a des générations de familles qui restent pendant plusieurs siècles donc sur place. Voilà, donc c'est assez mixte. Il y a eu aussi un moment, on vous a parlé du siège par exemple en 1191 d'Alphonse Ier d'Aragon. Une partie des comtes de Provence, avant Charles d'Anjou, sont des comtes aragonais et des comtes catalans qui ont aussi la Provence. Et donc les Catalans étaient présents en Provence et des Catalans étaient présents aussi à Marseille. Mais vous avez des gens de Montpellier, vous avez des gens d'un peu de partout, du Languedoc par exemple, qui étaient présents également. Et j'en profite puisque j'ai plusieurs questions. La peste qui est arrivée en, je ne sais plus exactement. Vers 1348, ça commence. Ouais. Elle venait d'où en fait Elle vient d'Orient. Elle vient elle est venue avec les rats qui sont dans les navires et comme en 1720 et comme à toutes les époques, comme pour la peste de Justinien au VIe siècle, voilà, c'est les mêmes vecteurs avec les rats et donc le transport maritime en particulier qui amène ces rats depuis la partie orientale de la Méditerranée. Ici. Oui, merci Marc et Catherine pour votre présentation. Je veux poser une question touchant à la topographie. Deux questions. J'ai un peu évoqué avant votre intervention.
véritablement, y a-t-il les limites entre cette vie haute, prévôtée, etc., épiscopale, qui est marquée aujourd'hui encore, à votre avis, sur le terrain? Et deuxièmement, on a évoqué les rues. Est-ce que vous pourriez évoquer le rôle de la grande rue, ses dimensions, etc.? Alors, la division des villes, elle est complexe. Elle remonte au Haut Moyen-Âge. Mais au Haut Moyen-Âge, alors c'était la fin de la communication du dernier Café Histoire, la partition n'était pas la même. C'est-à-dire que vous aviez à l'ouest la partie qui relevait de l'évêque autour de la cathédrale de la Major et toute la partie qui va jusqu'au Fort Saint-Jean. Ça, c'était la ville épiscopale à partir de la fin du 7e siècle. Et puis, vous aviez la ville vicomtale ou la ville comtale qui s'installait plutôt au 9e siècle dans la partie est, c'est-à-dire la butte des Carmes et en descendant jusqu'au port. Donc ça, c'est la partition qui existe au Haut Moyen-Âge. Ensuite, il se trouve que le premier vicomte de Marseille, tel que mentionné en 973, en fait, c'est le frère de l'évêque de Marseille. Et c'est pour ça qu'il devient vicomte de Marseille. Donc c'est la même famille qui est à la fois évêque de Marseille et vicomte. Donc cette division de la ville, elle disparaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a toujours, et là par contre il y a des murailles, au Moyen-Âge il y a des murailles, il y a une vraie séparation physique. Donc cette séparation-là, elle n'existe plus en fait, puisque évêque et vicomte sont de la même famille. Mais à partir de la fin du XIIe siècle, ça rechange à nouveau, et on va avoir à nouveau une famille vicomtale qui va être en opposition avec l'évêque. Et donc, le besoin de redécouper la ville, cette fois-ci entre une partie épiscopale qui va être la partie nord de la ville et la partie vicomtale qui va être la partie sud. Et là, par contre, il n'y a pas de délimitation physique. Il n'y a pas de rempart. On utilise une partie de la fortification du Haut Moyen-Âge qui subsiste encore, puisque ce qu'on appelle le château Babon, c'est-à-dire la fortification de la ville de l'évêque au Moyen-Âge, disparaît pour ces derniers éléments quelque part autour du XIVe siècle. Donc il y a des restes encore de la fortification dans la ville, mais sinon on a une délimitation, on a un texte très précis de 1221 qui donne le détail du tracé de la délimitation entre les deux villes. Et on voit bien que parfois, ils suivent une fortification et que parfois, c'est simplement des rues ou des îlots qui sont traversés par cette limite-là. Donc physiquement, il n'y a pas de séparation entre les deux. Par contre, les gens, ils savaient où ils étaient parce qu'ils ne payaient pas les mêmes impôts, ils ne relevaient pas du même seigneur. Ce qui veut dire que pour la justice, pour plein de choses, d'un côté, c'était l'évêque et de l'autre, c'était les vicomtes. Donc ça pouvait être aussi des traitements différents et d'où ensuite la réunification de la ville en 1348. Et pour ce qui relève des rues, et en particulier de la Grande Rue, c'est un axe majeur depuis l'Antiquité. C'est un axe principal. On est dans l'axe de la rue de la voie qui vient d'Italie. Cet axe-là, il existe depuis l'époque grecque et il a subsisté jusqu'à nos jours, on va dire, en tout cas dans la ville ancienne. C'est un axe structurant. Ce que j'avais montré la dernière fois, c'est qu'on arrive à savoir maintenant que dans l'Antiquité, il y avait des séries de rues à angle droit, que la fondation de Marseille, dans l'Antiquité, c'est une fondation de ville nouvelle, avec des quartiers où les rues sont à angle droit, comme à New York de nos jours. Et c'est ce principe-là que les Grecs avaient mis en place à Marseille. Alors, il y a eu beaucoup de déformations tout au long des siècles, et en particulier au courant du Moyen-Âge, parce que quand l'évêque habite à la butte des Carmes, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le palais épiscopal sur la butte des Carmes, mais qui doit aller à la cathédrale, si on prend l'ancien tracé de rue par angle droit, on n'est pas en ligne droite jusqu'à la cathédrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée la rue du Petit Puy, cette rue qui relie, en fait, qui est reliée, puisque maintenant il y a la rue de la République qui coupe tout, mais qui reliait la butte des Carmes à la cathédrale de la Major. C'est un axe qui est créé au Moyen-Âge à partir du moment où l'évêque est sur la butte des Carmes pour se rendre directement à la cathédrale. Voilà, donc il y a des modifications, mais la trame principale des rues, encore au Moyen-Âge et encore aujourd'hui dans le quartier du Panier, pour ce qui n'a pas été reconstruit après 1943, ce sont des rues qui sont à l'origine un réseau orthonormé qui remonte à l'époque grecque. Là-bas. Oui. Bonsoir. Si j'ai bien compris, l'occitan, donc la langue d'oc à l'époque du Moyen-Âge, c'était la même chose que le provençal, la même langue. Je voulais savoir jusqu'où cette langue était parlée et à quel moment le provençal est devenu un dialecte différent de l'occitan. Alors, c'est une langue à l'époque. Grosso modo, on dit que la moitié sud de la France, c'est l'Occitanie. Enfin, c'est l'occitan qui était parlé. Et puis, au-dessus, c'est la langue d'Oil. Donc, c'était la manière de dire oui entre Oc et Oil, partie nord et partie sud de la France. Donc, grosso modo, la limite est au niveau de l'Auvergne à peu près.
Donc c'est une langue qui est parlée, c'est le catalan actuel, hein, c'est la même langue, avec des particularités un petit peu locales, d'où le provençal ici, le nissar. À l'heure actuelle, si vous allez à Nice, il y a des gens qui parlent nissar. C'est pas de l'italien, c'est du provençal qui a évolué de manière différente puisque la Provence orientale étant coupée du reste de la Provence, la langue a évolué différemment au contact du français des Savoyards ou de l'italien des Piémontais. Voilà. Mais tout ça, c'est une même langue issue du latin et qui est une transformation de la langue latine qui existe avec des différences de parler entre le Languedoc, entre la Provence, l'Auvergne, et puis même toutes les parties qui sont proches après de l'Espagne et de la Catalogne actuelle. Et on a des textes au Moyen-Âge en provençal. Moi, j'ai publié donc quand je vous montrais l'église Saint-Cana avec le palais épiscopal, en fait, c'est l'analyse des actes mentionnant les possessions du comte à Marseille. D'une part, un registre, la fin du XIIIe siècle, qui est de Charles II d'Anjou, donc le fils de Charles Ier, qui relevait donc les mentions de toutes ses propriétés, avec les confronts, des maisons, des rues, etc. Mais il y a un registre plus ancien de Charles Ier d'Anjou qui est en provençal. Et donc, on a édité, et c'est du vieux provençal, mais c'est véritablement du provençal du Moyen-Âge. Et c'est la langue qui était parlée à Marseille de manière quotidienne. Et donc, puisque c'est dans un registre officiel de Charles d'Anjou, pas uniquement de la part simplement des habitants, mais parfois aussi de manière un peu plus officielle, on va dire, dans certains registres. Oui, bonsoir monsieur, madame, merci beaucoup pour vos interventions et vos réponses. Ma question va nous amener au XXIe siècle, s'il vous plaît, puisque vous avez évoqué vos chantiers ou les chantiers du XXe siècle. Quels sont ceux qui sont actuellement en cours sur Marseille? Il y a eu la rue de la Corse ou Corderie, je ne sais plus exactement la rue, mais y en a-t-il actuellement, s'il vous plaît? Alors, il n'y a plus de grands chantiers comme on a connu dans les années 80, 90, voire encore 2000. Il y a eu une phase d'aménagement du centre, de la périphérie, et quand je vous montrais, place Général de Gaulle, l'Alcazar, il y avait aussi, j'en ai pas parlé, mais le parc Sainte-Barbe, avec la fouille des potiers du Moyen-Âge. Donc, il y a eu un certain nombre de sites qui ont été aménagés, construits, et qui se trouvaient dans la zone de faubourg immédiat. D'autres qui étaient à l'intérieur de la ville, des reconstructions. Mais c'est vrai que ces dernières années, il n'y a plus véritablement de gros chantiers et on est sur des zones qui sont un petit peu plus extérieures. Alors là, on vous parle de la ville proprement dite, mais il y a évidemment tout le territoire de Marseille qui est très riche depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, donc qui fait l'objet d'opérations archéologiques. Il y avait un projet de construction d'un parking place de la Providence, donc des choses qui peuvent donner, donner lieu à une fouille archéologique. Il y a aussi un projet de construction à côté de Saint-Victor. Donc il y a des chantiers qui sont prévus dans des zones, on va dire, qui sont assez proches de la ville médiévale ou en tout cas de ses environs immédiats. Mais les grands chantiers qu'on a connus, de la place Jules Verne, de la place Villeneuve-Bargemonde ou des autres opérations, moi j'ai fouillé au pied de l'église Saint-Laurent, par exemple, au moment de sa réfection. Bon, tout ça, ces chantiers-là, à l'heure actuelle, il y en a plus véritablement. Et c'est bien aussi de préserver le patrimoine, parce que le fouiller, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a un aménagement, et même si on en garde la trace, et même si ça nous a permis vraiment de reconstruire toute l'histoire de Marseille, je dirais en 30 ans, on a révolutionné ce qu'on connaissait de Marseille, qui était surtout connu par les textes d'archives. Et là, donc pour les périodes anciennes, bien évidemment, mais aussi pour le Moyen-Âge et l'époque moderne. J'insiste parce qu'on travaille beaucoup sur l'époque moderne en archéologie. Donc l'apport est considérable. Mais quand le patrimoine reste aussi en place, c'est bien pour les générations futures. Une autre question là-bas. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'aimerais savoir, au IIe et XIIIe siècle, l'organisation de la ville en 3 autorités sénériales différentes, est-ce que cela impactait la vie quotidienne des Marseillais d'une manière générale ou pour eux, ça ne changeait pas vraiment grand-chose? Et ma deuxième question, c'est la circulation pour rentrer et sortir de la ville, comment ça s'organisait d'une manière rapidement? Alors, la division, elle a un vrai poids sur la vie quotidienne. Parce que tout acte qui va être rendu par une juridiction différente.
on a connaissance, il y a un conseil de la ville haute, par exemple, de la ville supérieure, donc conseil, en plus avec la séparation ville épiscopale, ville prévôtale, il y a des cours de justice différentes, il y a donc des actes, enfin des décisions qui peuvent être rendues, qui peuvent être différentes suivant où on habite dans la cité. Les familles ne sont pas les mêmes. On voit bien qu'il y a des familles qui habitent dans la ville haute, d'autres qui sont dans la ville basse. La ville basse, c'est celle qui est vraiment en lien avec le port, hein, principalement. Donc les familles les plus riches sont souvent dans la ville basse, tous les grands commerçants. Mais on a aussi en ville haute un certain nombre de seigneurs. Voilà. Donc une organisation qui est différente, qui a un vrai impact sur la vie quotidienne. Après, il n'y a pas de limite, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens peuvent aller librement d'une ville à l'autre. Par contre, voilà, s'il y a un meurtre dans la ville épiscopale ou dans la ville vicomtale, eh ben, le jugement ne va pas être le même. Il n'y a pas les mêmes cours, etc. Donc il y a une vraie différence. Alors ça c'est un petit peu... Quand Charles d'Anjou arrive en particulier, il va racheter des droits à l'évêque, Benoît d'Alignan, et donc les choses petit à petit vont se rapprocher, mais ça reste quand même des éléments très différents. Et les registres des archives municipales en particulier conservent un certain nombre de pièces qui montrent bien, en particulier sur la décision de justice, des choses qui peuvent être différenciées. Après, pour ce qui relève de l'entrée et de la sortie de la ville, ça se fait par les portes de la fortification. Donc cette fortification, elle existe, elle est remise en état régulièrement, en particulier au XIVe siècle, donc à partir du milieu du XIVe et dans les années 1370. Enfin, on voit beaucoup de reconstructions. Ces portes, elles peuvent être fermées en temps de guerre ou en tout cas de risque. Sinon, les gens rentrent et sortent. Et il y a des garnisons qui gardent les portes, qui gardent la fortification. Voilà, avec une différence, c'est que dans la ville basse, c'est la commune qui gère la fortification municipale. Dans la ville haute, ça va être l'évêque, parce que c'est dans la partie épiscopale, en grande partie. Et les tours, par exemple, sont gardées par des familles. Donc on a les noms des seigneurs qui gardent pour le compte de l'évêque telle ou telle tour et donc telle ou telle porte. Donc il y a une gestion un peu différente. Mais après, pour les habitants, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on rentre et on sort de la ville par les portes ou par la mer. Mais avec ce principe aussi de la chaîne du port qui peut fermer le port en cas d'attaque. Une dernière question, mais je pense que ce n'est pas vraiment une question. Est-ce qu'il y a moyen, enfin, est-ce qu'on peut aujourd'hui récupérer la chaîne du coup qui se trouve Je crois qu'il y a des pétitions en ligne. Il y a des choses qui sont faites et pour l'instant, à Valence, ils ne rendent pas la chaîne du port de Marseille. Oui, c'est ce que... Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives, je crois, depuis des décennies. Là, il y a des questions devant. Trois questions là. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure les familles qui occupaient, je dirais, le côté seigneurial de la ville, et vous avez évoqué le castrum de Saint-Marcel. Oui. Vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce que castrum, c'est le castrum romain ou c'est quelque chose qui est venu après? Alors, c'est un château du Moyen-Âge qui est connu au Moyen-Âge parce qu'il garde la vallée de l'Uvonne, donc c'est un point assez central. Il y a un seigneur de Saint-Marcel, une famille de Saint-Marcel, connue au XIe siècle. Donc, c'est un lieu qui est important, qui a fait l'objet d'une opération archéologique récente par l'INRAP. Et donc, si vous cherchez sur Internet Saint-Marcel INRAP, vous allez tomber sur la page du site Internet de l'INRAP qui vous donne un détail. C'est Bernard Silano qui a fait cette opération. Et vous avez plein de photos. Alors, moi-même, je ne suis jamais allé, hein, donc je ne connais pas le site, oui, mais ce que j'en ai vu, en tout cas, mais je sais que Catherine le connaît. Et donc, voilà. Bon. Oui, effectivement, le castrum de Saint-Marcel. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Il est ouvert, il est défriché régulièrement pour y accéder au moment des Journées du patrimoine par une association locale qui s'appelle les Amis du Vieux Saint-Marcel. Et c'est vrai que jusque-là, jusqu'à l'intervention récente de nos collègues, il n'avait été fouillé qu'au XIXe siècle
par un descendant des Forbins, puisque ce sont les Forbins qui ont leur domaine familial en bas, en contrebas. Et c'est vrai qu'on en avait des relevés par ces Forbins, et c'est assez intéressant de voir que vraiment ça verrouillait l'entrée de l'Uvonne. Et peut-être, alors ça c'est à voir aussi, mais peut-être qu'effectivement il se passait quelque chose avant. Il y avait peut-être une tour de guet ou quelque chose antique avant qu'il y ait ce castrum. Donc c'est un vrai château fortifié. C'est l'un des seuls châteaux fortifiés. En tous les cas, c'est le plus ancien qu'on ait sur la commune. Et c'est vrai qu'il est assez intéressant à voir parce qu'il a gardé ses tours. Il est sur un éperon barré comme ça avec des tours importantes. Et voilà, vous pouvez le visiter tous les 3e week-ends de septembre. Une autre question à côté. Bonsoir. J'ai une question sur l'agriculture. J'aimerais savoir comment la ville médiévale s'alimentait et quelles étaient les interactions entre la ville fortifiée et les espaces proches que vous indiquiez en jardin tout à l'heure. Alors, évidemment, les Marseillais, ils cultivaient leur territoire. Donc, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'agriculteurs parmi les Marseillais. Beaucoup avaient une maison dans la ville, mais également des terrains. Et quand on regarde les possessions des terrains pour le Moyen-Âge, on retrouve dans toutes les zones qui sont cultivables. Alors, la vallée de l'Uvonne, par exemple, qui était mise en culture, ça appartenait à Saint-Victor. Donc, il y avait une mise en culture très régulière de cette vallée. Mais autour du Jarret, voilà. Le problème, c'est l'eau. Le problème dans cette campagne marseillaise jusqu'à l'arrivée du canal de Provence, le problème à Marseille, c'est l'eau. Et donc, pour cultiver, il faut avoir accès à l'eau. Et il n'y a pas de l'eau de partout. Donc, voilà, les zones qui étaient mises en culture étaient un peu limitées. Par contre, on avait beaucoup de culture. Et donc, il n'y a pas de séparation. Et les villes médiévales sont en interaction de manière générale. Ce n'est pas que Marseille. Très largement avec leur territoire. Il y a un phénomène d'autosuffisance quelque part un peu alimentaire, sauf en période de disette ou de sécheresse ou autre. Mais c'est le territoire qui nourrit la ville. Les animaux aussi, il y a beaucoup d'animaux à l'intérieur. Il peut y avoir aussi des terrains qui sont libres à l'intérieur de la ville. Tout n'est pas forcément bâti, c'est pas dense comme on observe ensuite à la ville pour l'époque moderne, par exemple. Donc il y a des espaces qui sont libres. Voilà. Et cette question de culture se pose pas véritablement. Il faut juste arriver à avoir suffisamment d'eau pour pouvoir cultiver du blé, de l'orge ou d'autres éléments de mise en culture. La vigne, bien évidemment, à Marseille est très importante également. Mais juste pour compléter, les céréales, effectivement, c'était un vrai souci en période de disette. Et on avait de très fortes taxes quand on exportait les céréales. Et en revanche, quand elles étaient importées, les gens payaient très peu de taxes. Et il y avait dans la tour du port, on surveillait de façon extrêmement vigilante les arrivées de céréales dans la ville parce que, encore une fois, c'était la base de l'alimentation et qu'on n'en était pas forcément très riche. Sur le plan qui est derrière vous, il y a des vous collines. posez la dernière question. On m'a prévenu. Il y a des collines, oui. Oui, il y a des collines, il y a des édifices. Est-ce que ce sont ceux auxquels on pense naturellement ? Et à droite, à la place des salines, on voit une espèce de château fort, là. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je vais vous détailler un peu tout ça rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Le pointeur était... Non, c'est bon. Notre-Dame de la Garde, vous reconnaissez. Il y a une chapelle qui est construite au début du XIIIe siècle. Et puis ensuite, alors là, on est à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu les 2 sièges de Charles Quint, 1524-1536, donc les fortifications de François Ier. Et au-delà, donc on est dans une phase de fortification plus avancée. Donc on a ici, alors les représentations sont pas très fidèles, c'est un peu imagé, mais c'est le fort de François Ier qui est au niveau de Notre-Dame de la Garde. Vous avez Saint-Nicolas. Alors c'est censé être Saint-Nicolas fortifié. Ça ne correspond pas réellement à ce qu'on en connaît, parce que la chapelle Saint-Nicolas n'a jamais été fortifiée de cette manière-là. Par contre, on avait Saint-Victor, donc peut-être que c'est un mix entre Saint-Victor et Saint-Nicolas. Là, vous avez les infirmeries des Catalans, construction moderne, ça ne remonte pas au Moyen-Âge, ici. Donc il reste une tour qui est la tour des Catalans, qui fait l'objet, je crois, de restauration à l'heure actuelle. Vous avez le château d'If,
ici, construction de François Ier également. Ici, à l'emplacement des anciennes salines, ce sont les arsenaux, donc, qui ont été construits en plusieurs parties, et ensuite des arsenaux de Louis XII, Charles VIII, Louis XII, et puis ensuite une extension plus tardive, une reconstruction à l'époque de Louis XIV ici et là, et puis des couvents qui s'installent aussi à l'extérieur de la ville à l'époque moderne. Là, c'est principalement plutôt à partir du XVIIe siècle dans cette partie-là. Autre élément très intéressant, c'est le petit bateau qui sert à draguer le port. Pour nettoyer le vieux port, vous avez ce système, et la même chose a été retrouvée dans l'Antiquité, sur la place Jules Verne, un bateau qui servait à draguer le port. La tour du roi René ici, vous reconnaissez, et puis la fortification médiévale moderne, donc médiévale dans son tracé, et les bastions sont modernes sur cette partie-là, mais le reste de la fortification est à peu près celui de l'époque médiévale. Et ici, le gibet pour la potence, pour tuer les condamnés à mort. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence et on se retrouve donc le 9 avril. À très bientôt. Passez une bonne fin de soirée.